Euh, je vais y aller maintenant. Donc, rebonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je sais que certains sont fatigués, mais bon. Pour cette dernière présentation, on va essayer de parler des outils avancés de traitement, donc de NLP, et aussi de speech processing. Donc, ça rentre toujours dans le sous-domaine du NLP. Mais précisément, on va essayer de parler de ça en ce qui concerne les low resource languages, donc les langues qui n'ont pas beaucoup de données, des langues dont, dans la communauté scientifique, pour lesquelles, pardon, dans la communauté scientifique, on n'a pas des corpus de données qui sont volumineux. Donc, ce qu'il faut savoir avant qu'on aille plus loin dans cette présentation, c'est qu'elle va s'apparenter à une sorte de tutoriel. Donc, ça ne sera pas une présentation pour parler des parties, des fondamentaux théoriques et mathématiques de la chose. Ça sera plus euh, une partie pour, ça sera une présentation pour vous mettre en contact avec l'aspect pratique de la chose, l'aspect développement même de la chose en fait. Donc, soyez un peu attentifs. J'espère que ça ne sera pas trop lourd. Je sais que certains viennent de, je veux dire, tous autant que vous êtes, vous venez de backgrounds différents. Donc, on va essayer de faire avec. Donc, c'est quoi les low resource languages, donc les langues qui sont pauvres en données? Ce sont ces langues-là, comme je le disais, pour lesquelles on n'a pas des corpus ou des datasets avec beaucoup de données. Je vais beaucoup utiliser le thème corpus plutôt que le thème dataset ici, puisque dans l'univers de speech language processing, donc les traitements naturels de la parole ou de la voix, ce que vous voulez, on parle de corpus. Parce que les datasets qu'on aime utiliser dans cet univers-là sont de la forme, pour la plupart du temps, sont de la forme voix et texte. C'est-à-dire que dans ces datasets-là, on a des textes et on a la voix correspondant à la prononciation de cette phrase ou de ce texte-là. Donc, c'est ce qu'on appelle les corpus alignés. Voilà pourquoi je vais beaucoup utiliser ou employer le terme corpus à l'instar je veux dire, en lieu et place de dataset, pardon. Donc, aujourd'hui, on va essayer de voir un peu comment ça marche réellement ou en pratique dans l'univers du Natural Language Processing pour le speech processing, donc pour la voix et tout ce qui va avec. Parce qu'aujourd'hui, l'interface de communication la plus adaptée pour les humains actuellement, c'est la voix. La plus inclusive, en tout cas, c'est la voix. Vous n'êtes pas obligé de savoir écrire dans le même alphabet, ce genre de choses, mais avec la voix, avec certaines transpositions au niveau des voix, vous pouvez vous comprendre. Donc, on va explorer un peu quelques défis à ce niveau-là et l'état de l'art en matière de speech language processing. Donc, revoyons ensemble quelques définitions. Donc, le NLP, qui est le Natural Language Processing, ça, en français, ça va être un truc comme traitement du langage naturel. Je pense que ça se dit. Ça va revenir à manipuler tout ce qui est langage humain de façon intelligente afin que les machines soient à même de comprendre. Et quand on dit comprendre notre langage humain, c'est comprendre sur le plan syntaxique, sur le plan sémantique, mais aussi d'analyser et également de générer la même chose comme des humains. Donc, de comprendre un texte comme un humain et de générer un texte comme un humain, mais aussi de comprendre euh, un discours ou bien une parole, comme ce que je suis en train donc un speech, comme ce que je suis en train de produire là, euh, de comprendre ça sur différents plans, que ce soit syntaxique ou sémantique, et aussi de générer également cette voix-là. Vous êtes en contact avec les outils de NLP tous les jours dans vos téléphones. Donc, ceux qui utilisent des téléphones sous Android, sûrement que vous connaissez déjà Gemini ou Google Assistant. Donc, ce sont les assistants vocaux. Ou quand on regarde avec Amazon, ils ont également leur assistant Alexa et plusieurs autres. Euh,
ceux qui ont les iPhones, vous connaissez également Siri. Donc, tout ça, ce sont des applications de Speech Language Processing. La reconnaissance automatique de la parole, ou ASR, donc Automatic Speech Recognition. Encore une définition sommaire parce que le docteur Sec, hier, il vous en avait parlé. Donc, ça va, en gros, l'ASR a une fonction, si vous voulez, si on veut réduire ça en termes de fonction mathématique. L'ASR va prendre en entrée une parole, donc un discours ou un signal audio, si vous préférez, et en sortie, la fonction ASR va vous faire ressortir un texte, donc un signal textuel. Donc, ça va transformer, grosso modo, de l'audio en texte. C'est un peu ça l'ASR et je pense que le docteur Ismaël Assek en avait suffisamment parlé. On va maintenant parler de la synthèse vocale, qu'on appelle aussi en anglais TTS, qui revient à dire text-to-speech. Donc, c'est la fonction inverse de la fonction ESR. Cette fonction, elle va prendre en entrée, comment est-ce qu'on appelle ça déjà, du texte, et en sortie, elle va nous générer un signal audio, donc un signal acoustique, pour être plus précis avec les termes du domaine. Donc, pour faire simple, c'est le fait de transformer du texte en voix, donc de manière terre à terre. Le TTS ou la synthèse vocale, c'est la transformation d'un texte en voix ou en discours ou en quelque chose de prononcé d'audio. Donc, les langues pauvres en données, c'est ce que j'avais expliqué tantôt. J'avais dit il existe plusieurs langues de ce genre-là. Spécialement, nos langues régionales en Afrique sont des langues pauvres en données pour la majorité, parce qu'il y a certaines qui commencent à sortir du lot. Je ne sais plus si pour celles-là, on doit toujours parler de langue pauvre en données. Quand on prend le cas du Swahili, par exemple, il y a eu tellement de travaux et tellement de... Je pense que c'est la langue la plus parlée en Afrique. Ça fait que je suis plus sûr que ça rentre encore dans le contexte de langue pauvre en données. Mais faites vos recherches sur ça et vous me direz également la réponse. Je ne sais pas trop. Peu importe, le Lingala et autres, tout ça, ce sont des langues pauvres en données parce que comparé ou comparativement parlant, quand on prend des langues comme le français, quand on prend des langues comme l'anglais, vous pouvez avoir des corpus, je répète corpus ici pour parler de dataset, vous pouvez avoir des corpus avec des millions et des millions de données. Mais quand vous prenez le Lingala, c'est pas pareil, c'est pas le même volume, c'est pas la même échelle de, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, c'est pas la même échelle de volume. Et on va donc parler de low resource languages, donc de langues pauvres en données. La collecte de données en milieu naturel. Donc, hier, par exemple, le docteur Sek vous parlait d'un problème majeur qui disait que quand vous développez, on utilise le deep learning pour développer des modèles pour l'ESA, donc l'Automatic Speech Recognition, qu'on appelle aussi STT, donc Speech to Text. On avait un souci, c'est que si vous faites la collecte de données, parce que pour l'ESA, pour collecter les données, on a besoin de données audio, comme j'ai dit, alignées avec des données, leur correspondance textuelle. Donc, pour la partie audio, quand vous allez enregistrer la prononciation des différentes phrases, des phrases que vous prononcez, quand vous allez enregistrer, vous faire les enregistrements pour avoir les datas sous forme audio, ça va dépendre de comment vous enregistrez. Il vous avait dit, par exemple, que si vous enregistrez, vous avez fait votre corpus était basé sur des enregistrements réalisés, par exemple, en laboratoire ou dans un environnement acoustique fermé, c'est-à-dire un environnement où les enregistrements ne sont pas soumis à ce qu'on appelle les bruits, donc les noises. Les enregistrements ne sont pas soumis à des bruits du monde réel. Ça va affecter votre modèle. C'est-à-dire que votre modèle sera capable de traduire facilement des voix en texte, mais dans les conditions où il n'y a pas de bruit extérieur autour. Donc, ça influence ça. Ici, ce qu'on va faire dans la partie un peu plus tutoriel ou tutoriel de la chose, c'est essayer de relever ce défi-là, de faire des enregistrements, de développer une application qui fait des enregistrements dans des environnements ouverts, où il y a du bruit et tout. Et malgré tout, le système ou le modèle va être en mesure d'exploiter ce corpus où il y a des bruits. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire beaucoup plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc, parlons un peu de l'état de l'art de la chose en matière de NLP et autres.
On a différents modèles qui existent, qui sont très répandus, des modèles pré-entraînés. Donc aujourd'hui, on a des modèles pré-entraînés comme BERT et GPT, donc qui sont vraiment répandus et qui ont déjà été faits. Hier, également, le docteur Ismail Assek vous expliquait pourquoi il y avait ces modèles-là. Ça va vous empêcher de faire certaines étapes majeures et d'avoir utilisé une certaine puissance de calcul qui est déjà intégrée grâce aux modèles pré-entraînés qu'on a sur le marché. Donc, quand vous voulez les utiliser et les adapter au travail que vous êtes en train de faire ou à une nouvelle langue, c'est là qu'on parle de fine-tuning, tout simplement. Et c'est un peu ce qui est beaucoup fait actuellement dans l'univers de la recherche. Il y a ce qu'on appelle, on va revenir un peu dans l'ESA et le TTS en milieu naturel. Donc, pour la reconnaissance automatique de la parole ou l'ESA, bon, en français ASR, on essaie actuellement au niveau de la recherche d'améliorer la robustesse des systèmes qui sont posés face au bruit de fond, comme je l'expliquais tantôt, et comme aussi le docteur Sek l'avait mentionné hier. Donc, quand il y a du bruit, comment faire en sorte que notre système puisse dealer, donc, comment on dit dealer, puisse gérer les bruits de fond et les environnements qui sont non contrôlés. C'est-à-dire que si vous avez développé un modèle dans un environnement acoustique fermé, que vous prenez votre téléphone, vous êtes en train de faire des enregistrements et tout, ça ne peut pas fonctionner réellement parce qu'il est habitué à avoir des trucs fermés et sans bruit. Donc, actuellement, la recherche tend à essayer d'avoir des systèmes qui sont robustes et qui deal parfaitement avec les bruits et tout. Donc, généralement, on utilise des neural networks tels que les CNN, donc des réseaux de neurones convolutifs, qui sont basés sur des modèles d'attention, donc attention model, qui vont nous permettre de filtrer les bruits indésirables et améliorer la précision de votre modèle. En synthèse vocale, par contre, donc dans le TTS, l'inverse, on a des modèles de l'état de l'art comme le Tacotron 2 ou WaveNet qui vont vous permettre plutôt de générer ce qu'on appelle une parole synthétique de haute qualité. Mais avec le problème, c'est que ça va se faire avec des données limitées. Donc, en utilisant ce qu'on appelle des techniques avancées de modélisation acoustique et linguistique. Mais là encore, on a beaucoup de soucis quand il s'agit de faire passer dans ce genre de modèle préentraîné là ce qu'on appelle des low resource languages, donc des corpus qui n'ont pas beaucoup de données. Donc, on va s'attaquer à une partie un peu plus pratique. Ici, on n'a pas le temps de venir entraîner le modèle. Je ne sais pas combien des modèles ou ce genre de choses, je ne sais pas combien de jours ça va prendre. Donc, ce que j'ai essayé de faire, parce qu'au début, je pensais plutôt à un atelier pratique. Vous allez lancer ça dans des Jupyter Notebook. Mais si vous commencez aujourd'hui, peut-être que c'est dans une semaine, ça va finir. Je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, ce que j'ai essayé de faire pour vous, c'est je vais vous fournir les différentes étapes de comment procéder pour développer une application pour vous aider à faire des enregistrements vous-même dans un milieu où il y a du bruit. Et j'ai donné les étapes et aussi les brides de code qui vont avec. Et quand Dominique et Verlon vont vous partager les différents supports des speakers, vous allez pouvoir les exploiter, les modifier à votre guise. Et quand vous aurez besoin d'aide, vous allez me revenir par rapport à ça. Donc, pour la collecte des données, généralement, ce qu'on fait, on utilise des enregistreurs audio. Il y en a plein sur le marché, Zoom, H4n, Tascam, DR40. C'est généralement ce qu'on utilise. On utilise des microphones externes, omnidirectionnels ou directionnels. Ça, c'est ce qu'on aime faire quand on est dans des environnements fermés. Mais dans des environnements ouverts, généralement, vous allez utiliser le microphone de votre téléphone. Enfin, c'est ce qu'on essaie de faire et c'est ce que moi, dans mon projet de PhD, une partie de mon projet de PhD, j'ai développé un outil de ce genre-là que je vais vous présenter tout à l'heure également. Donc, pour la collecte de données, l'étape de la collecte de données, il faut définir les environnements de collecte. Donc, des environnements avec bruit, c'est ce que moi j'ai essayé de faire dans mon cas. Aller enregistrer, par exemple, faire des enregistrements quand je suis sur la moto à Kigali, ou par exemple dans l'avion, quand je bouge d'un pays à l'autre et tout, tu fais des enregistrements sur les aéroports pour avoir du bruit, ce genre de choses, ou dans un café, dans un bureau, peu importe, pour que
il y ait autant de variété de noise que possible dans vos données. Sélectionnez un échantillon diversifié de locuteurs. Donc, je ne suis pas le seul à parler. Ça aussi, ça revient à ce que le docteur Sek vous a dit sur la partie fondamentale la partie fondamentale de la chose, pardon. C'est que il faut diversifier les locuteurs pour increase l'accuracy de votre modèle. Donc, il faut des locuteurs de différents âges parce que ça va varier la tonalité, l'intonation, tout ce qui va avec de différents genres, des femmes, des hommes. Enfin, je pense qu'il y a toujours deux genres. Bref, les accents, tout ce genre de choses-là, des accents sénégalais, congolais, camerounais, tout ce que vous pouvez imaginer, anglais, il faut que ça soit diversifié également. Faites très attention également à ça pour ne pas avoir de très mauvaises surprises, comme il a dit hier, parce que c'est quelque chose qui pourrait vraiment brider votre système. Donc, il faut établir également un protocole pour les sessions d'enregistrement, donc durée, instruction pour les locuteurs, c'est-à-dire que l'enregistrement fait combien de temps, tout ça doit être bien déterminé, bien prédéfini. La procédure de collecte de données, donc configurer l'équipement audio en fonction de l'environnement et enregistrer les échantillons audio suivant le protocole établi, collecter les métadonnées pour chaque enregistrement. Donc, pour la première phase qui est configurer l'équipement audio, moi, mon défi, c'était plutôt que d'utiliser le matériel de labo habituellement, rester dans un espace de labo habituel. Est-ce que c'était possible de faire avec un téléphone? Et tout à l'heure, je vais vous présenter l'ébauche d'application euh, qui a été mis en place et qui est en train d'être utilisée, modifiée et tout. La notation des données. Il faut transcrire les enregistrements audio avec précision, bien évidemment. Il faut bien choisir la fréquence dans laquelle on travaille. Parce que généralement, quand on veut, après, il y a un gros travail mathématique qui est fait derrière avec beaucoup de transformations de Fourier. Donc, il faut vraiment faire attention à certains paramétrages, tels que la fréquence, ce genre de choses et tout. Mais on a aussi des logiciels qui permettent de faire ça de façon un peu plus simplifiée. Si vous, par exemple, vous ne travaillez pas sur la partie richesse, c'est-à-dire sur la partie théorique avec les transformations de Fourier, comme ce que nous on fait par exemple. Donc, pour le pré-traitement des données, parlons aussi euh, des outils d'annotation. Donc, il faut annoter vos données. Donc, il y a des outils qui existent pour ça, Elan, Prat, pour segmenter et étiqueter les données. Donc, le nettoyage de données, il faut filtrer les bruits de fond en utilisant des techniques de suppression de bruit. Donc, ce sont des techniques d'abord de base mathématique qui vont évoluer pour devenir des techniques computationnelles. Donc, ce sont des techniques que vous connaissez pour que ceux qui ont fait des mathématiques appliquées connaissent. On parle de filtrage, pas? En français, si c'est le bon terme, donc on va parler de filtrage. Voilà, on va parler également des bandes passantes, de filtrage sur certains domaines. Et ça vous permet de faire aussi d'autres transformations comme la normalisation des niveaux audio et tout ça. Ensuite, on fait une segmentation. La segmentation va consister à diviser les enregistrements en segments de paroles distincts. Il y a des outils pour ça. Donc, aligner la phrase textuelle et la phrase audio. Donc, par exemple, c'est écrit j'aime manger et vous alignez ça avec la prononciation, donc l'échantillon vocal qui dit j'aime manger. Donc, comment aligner, faire ce genre de truc-là? On se casse plus la tête à ce niveau-là. Il y a des outils comme Caldi et Gentle qui existent déjà pour ça. Vous allez aussi passer à ce qu'on appelle l'équilibrage des données pour assumer l'équilibre entre les différents locuteurs et environnements dans les données d'entraînement. Donc, les différents locuteurs âgés, personnes âgées, personnes jeunes, enfants, ce genre de choses, vous allez équilibrer tout ça. C'est un travail de data science, je dirais un peu classique à ce niveau-là. Donc, augmenter les données. Souvent, on aime bien faire ce qu'on appelle la data augmentation. C'est une technique qui a vu le jour aussi il n'y a pas trop longtemps en termes de recherche. Je disais qu'il n'y a pas trop longtemps. La data augmentation, on peut la faire pour apporter aussi de la variabilité, ce genre de choses dans nos données. Et moi, dans mon cas, par exemple, j'utilise par exemple les GAN, donc Generative Adversarial Neural Network, pour travailler pardon, sur la data augmentation dans mon cas. Il y a plusieurs techniques que vous pouvez expérimenter de votre côté.
Donc, le développement de modèles ASR, pour un modèle ASR, ce que vous allez faire de façon générale, vous allez choisir un modèle pré-entraîné. Donc, il y a des modèles comme Wave2Vec, dont je pense que le docteur Seb vous avez introduit celui-là également. Donc, il y a Wave2Vec, il y a DeepSpeech. Vous pouvez consulter la documentation pour en savoir plus. En tout cas, ce sont des modèles qui donnent de très bons résultats pour l'ASR. Vous choisissez une architecture de modèle adaptée à vos besoins spécifiques. Donc, vous consultez, comment est-ce qu'on appelle ça, la documentation de ces modèles-là. Et en fonction de du travail que vous êtes en train d'effectuer, vous allez choisir le modèle pré-entraîné qui convient le mieux au travail que vous êtes en train de faire. Il y en a beaucoup, donc vous pouvez juste checker après. La préparation des données, vous allez formater les données pour l'entraînement et créer des jeux de données d'entraînement, de validation. Donc, le formatage des données dépend aussi du modèle pré-entraîné. Vous allez vérifier le mot quand vous allez dans la documentation et que vous finissez par choisir le modèle pré-entraîné qui vous convient. Vous allez voir dans sa documentation sous quelle forme il accepte les données ou sous quelle forme on peut y entrer des données. Parce que ça varie d'un modèle pré-entraîné à un autre. Et vous regardez ça afin de faire la mise en forme de vos données également, de vos données. L'entraînement du modèle, vous configurez toujours les hyperparamètres de l'entraînement. Ça, c'est classique Deep Learning, Machine Learning. Vous allez utiliser un framework d'entraînement comme PyTorch ou TensorFlow. Ça, c'est assez classique toujours. Et suivez l'entraînement, ajustez vos hyperparamètres et tout ça, toujours dans le classique. Donc, l'évaluation et l'amélioration de nos modèles. Comment on évalue les modèles dans ce domaine-là? On va évaluer la performance du modèle sur le jeu de données de test, comme ça se fait dans tout ce qui est machine learning, data science évidemment. Mais les métriques ici qu'on utilise, par exemple, sont le WER, donc WER, pour mesurer, par exemple, la précision du taux d'erreur de nos mots. Et à partir de là, on va affiner le modèle en utilisant des techniques de régularisation ou en augmentant la taille des données d'entraînement. Donc, là, c'est de la pure data science, comme ce que tout le monde a l'habitude de faire. Donc, un exemple de code que je vais vous expliquer ici et qui vous sera fourni pour que vous puissiez l'utiliser pour vos travaux après. Pour l'entraînement d'un modèle ESA avec PyTorch et Wave2Vec, donc Wave2Vec dont le docteur Sek avait parlé, vous importez Torch, donc vous allez importer toutes les librairies nécessaires, vous allez importer Transformers, et dans le module Transformers, il y a Wave2Vec. Donc, précisément, il y a des éléments de Wave2Vec avec lesquels vous allez travailler comme Wave2Vec Processor et Wave2Vec ForCTC. Donc, vous allez importer tout ça. Vous allez importer votre dataset, vous allez importer le trainer qui est compris dans Training Arguments pour faire l'entraînement des Transformers. Parce que dans Wave2Vec, il y a des Transformers. Je veux dire, par exemple, dans Transformers, il y a Wave2Vec également. Et donc, il vous faut uploader tout ça pour travailler avec. Ensuite, vous chargez vos datasets. C'est la ligne qui est là. Je pense que ça, c'est l'une des lignes les plus classiques que vous avez tous. Pour ceux qui ont déjà développé un modèle, dataset égal blablabla, suivant ce que vous faites. Ensuite, vous initialisez le processeur, le modèle Wave2Vec pré-entraîné. Vu que vous avez décidé d'utiliser ces modèles-là, vous les initialisez. On a dit qu'on utilise Wave2Vec, donc pour l'initialiser, c'est simplement ça. Ça se fait juste en deux lignes. Ça se fait juste en deux lignes. Avec processeur et modèle simplement. Donc, c'est ça l'avantage d'utiliser des modèles pour y entraîner. Il y a plein d'étapes en amont que vous ne faites plus. Vous initialisez juste, suivez vos données. Ensuite, vous allez faire le pré-traitement des données avec les batchs, la division, speech. Donc, ça, c'est de la data science classique, en fait. Qu'est-ce que sera les inputs, les labels. Donc, vous faites exactement comme vous faites actuellement avec tous vos travaux de data science habituels. L'entraînement du modèle. Donc, on va utiliser ce qu'on avait uploadé plus haut, qui était Training Arguments. C'est lui qui nous permet de faire l'entraînement du modèle. Donc, c'est ce module-là, Training Arguments, qui nous permet de faire l'entraînement. Et à l'intérieur de celui-ci, on va préciser les paramètres qu'on veut, donc avec le nombre d'étapes, les steps, les époques, l'untrain époque et tout. Et toute cette partie-là est piégée dans la variable Training Args.
J'espère que tout le monde a au moins un background en termes de programmation. Python, c'est assez simple. Et on fait la même chose dans le trainer qu'on avait eu plus haut pour l'entraînement. Ici, on lui passe dans le trainer, on va passer le modèle. Donc, à l'intérieur du trainer, on va passer le modèle, passer le dataset pour la validation, pour le train et tout. Et c'est ici également que vous aurez le tokenizer. Donc, ces différents paramètres-là sont passés dans trainer. Et vous faites ce que la plupart des data scientists adorent faire, c'est aussi l'étape critique, trainer.train. Le développement des modèles de TTS maintenant. Si vous voulez développer un modèle de TTS, dans les grandes lignes, voici les étapes que vous allez suivre. Vous faites toujours la même chose comme vous choisissez le modèle pré-entraîné en fonction du travail que vous faites et en fonction des différents paramètres de votre travail, de ce que vous essayez de développer. Donc, il y a des modèles qui existent aussi pour le TTS. L'un des modèles les plus répandus, c'est Tacotron 2. Il y a aussi qui utilisent des modèles de points. Il y a aussi, pour choisir un vocodeur adapté, vous pouvez prendre WaveGlow. Donc, il donne aussi de bons résultats en termes de génération d'ondes sonores. Vous tapez dans, comment est-ce qu'on appelle ça, dans la documentation de ces différentes architectures-là, vous allez voir les différences entre elles, les avantages, les inconvénients, ce genre de choses. S'il y en a vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de littérature et vous pouvez lire. Et en fonction de vous, votre travail, vous choisissez ce qui est adapté, ce qui est adéquat. La préparation des données, vous formatez les données, donc texte et enregistrement, parce que là encore, ça va dépendre de quel format le modèle que vous choisissez accepte de faire entrer, sous quel format le modèle préentraîné que vous avez choisi va consommer les données. Ça aussi, il faut regarder cet aspect-là avant de faire le formatage et de passer les données dans la machine. Si, je vais préciser une chose importante, si la façon dont vous avez formaté vos données est une façon qui est adaptée pour WaveGlow et que vous prenez ça pour aller passer ça dans un autre modèle, ça ne va pas fonctionner parce que l'autre modèle va accepter le formatage d'une autre façon. Quand on parle de formatage, c'est tout ce qui va avec comme le délimiteur que vous allez employer, comment ce modèle-là accepte, quel délimiteur il accepte et tout ce genre de choses. Vous voyez ça un peu en griffe comme une mise en forme. L'entraînement d'un modèle de TTS, on va configurer les hyperparamètres de l'entraînement. Data science classique, effectivement, entraîner le modèle TTS en suivant les métriques de qualité vocale, ajuster les hyperparamètres, affiner le modèle. La même chose. L'évaluation ici, on va évaluer plutôt la qualité de la synthèse vocale avec des tests d'écoute. Donc, il y a différents tests, il y a différentes métriques ici également qui existent que vous pouvez consulter en ligne. Et on va affiner le modèle en ajustant les données d'entraînement, bien évidemment, et les hyperparamètres, comme toujours. Donc, l'exemple de code que vous allez utiliser ici avec Tacotron 2 et WaveGlow pour le TTS, c'est que vous allez appeler Torch. Ici, on utilise PyTorch. Donc, c'est juste import Torch, vous utilisez PyTorch. Vous allez appeler Tacotron 2 depuis Tacotron 2. C'est assez différent. La différence, c'est que le grand module Tacotron 2, lui, il a un T majuscule. Donc, ne faites pas cette erreur. Souvent, ça donne des erreurs bizarres. Et vous allez aussi appeler WaveGlow dans le grand module WaveGlow. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont conservé ces noms-là, mais généralement, les scientifiques sont assez paresseux. Bref, on va aussi appeler le data loader qui est inclus dans PyTorch en faisant torch utils data import data loader. Également, on va importer des éléments des modules essentiels tels que TextMail Collect et TextMail Loader. Donc, eux, ils vont permettre de dealer avec le format textuel qu'on a pour ces modèles-là. Donc, vous allez définir les chemins vers les données. Ça va varier suivant les chemins de vos données. Définir les hyperparamètres d'entraînement. Ce sont des choses classiques. Epoch, learning rates, toutes ces choses-là, c'est classique, c'est de la data science classique. Donc, dataset, vous pouvez créer une variable que vous appelez dataset dans laquelle vous piégez maintenant les méta, le path ou le chemin de vos métadonnées, le chemin de vos datasets, ce genre de choses. Ça va vous permettre de charger les données. Donc, généralement, on procède avec ces trois lignes-là pour charger les données ici. C'est assez simplifié. Vous allez initialiser, bien évidemment, le modèle de Tacotron de WaveGlow en les appelant. Vous piégez
Grand Tacoton 2 dans Tacoton 2, WaveGlow dans WaveGlow, simplement. Et vous définissez l'optimizer que vous voulez utiliser. Donc, le plus classique que tout le monde connaît, Adam. Donc là encore, c'est du deep learning classique. Donc vous piégez, vous définissez optimizer dans lequel vous allez dire ici que vous utilisez l'optimiseur Adam Touch, donc qui est dans PyTorch. Ensuite, vous allez définir certains paramètres avec ça, donc comme le learning grid simplement. Donc cette partie-là, c'est la façon de faire dans PyTorch. Ça fait partie de la documentation de PyTorch. Ce n'est pas un truc que j'ai inventé ou bien une manœuvre qui est nouvelle. Vous définissez également votre fonction de perte. Donc, elle est également incluse dans Torch. Vous n'êtes pas obligé de coder la fonction de perte. Avant, s'il n'y avait pas Torch ou TensorFlow, vous allez coder cette fonction de perte-là. Donc, vous l'appelez juste un loss ici. Vous la piégez dans la variable que vous créez. L'entraînement, vous définissez le nombre d'époques. Je ne vais pas trop revenir dessus. Comme je l'ai dit, c'est de la data science classique, les étapes de data science habituelles pour faire un entraînement sur des données. Là, il n'y a quasiment rien de nouveau. Vous allez calculer les gradients, tout ce genre de choses-là. Après, vous sauvegardez le modèle entraîné. Quand vous avez entraîné votre modèle, vous faites juste torch.save. Donc, save dans PyTorch vous permet juste d'enregistrer votre modèle. Une fois que vous avez votre modèle, vous allez chercher à l'intégrer maintenant pour qu'il soit utilisé. Parce qu'on voit plein de... Enfin, le travail du data scientist, en principe, c'est peut-être de s'arrêter au développement du modèle. Mais pour que ça soit utilisé, il y a des applications, par exemple, dans les travaux de ASR ou de speech to text, vous voulez que ça soit utilisé par je veux dire, des utilisateurs externes. Il vous faut une interface. Donc, une interface homme-machine. Quand on parle d'interface homme-machine, je veux dire, par exemple, une application web ou une application mobile qui permet à l'utilisateur extérieur d'interagir avec le modèle que vous avez fait et d'avoir des résultats. Parce que l'utilisateur extérieur, lui, ne va pas venir regarder tout votre code Python que vous avez écrit là, en fait. Et il ne va pas venir entrer des phrases dans un Jupyter Notebook pour avoir du résultat. Donc, ce qu'on fait, généralement, on développe ce qu'on appelle une API. Tout à l'heure, j'espère que quelqu'un va me répondre en me donnant la définition d'une API lors de l'échange. On développe une API où on peut utiliser certains frameworks pour le faire. Je vais vous montrer un peu comment c'est fait ici. Donc, les fonctionnalités de l'application. Une API, notre application qu'on veut développer, on définit déjà la fonctionnalité. Pause, reprise, arrêt, donc enregistrement. Pause, reprise de l'enregistrement, arrêt de l'enregistrement. Ensuite, enregistrement, comment votre enregistrement que vous avez fait sera stocké. Toutes ces choses-là, vous définissez ça. Et vous définissez aussi si c'est une synthèse vocale en temps réel, ce genre de choses. Test et optimisation, vous allez tester l'application des environnements réels, comme ce que je fais actuellement avec ce qu'on a développé et que je vais vous présenter tout à l'heure. Pour le déploiement, vous choisissez où vous allez déployer votre application. Si vous avez une API, vous allez alors choisir l'API là sera consommée par quel type d'application. Donc, ça peut être une application Android ou une application iOS pour vos téléphones et tout. Donc, moi, je l'ai fait sur Android, mais on peut facilement migrer sur iOS également. Et l'exemple de code pour l'intégration d'un modèle ASR et TTS, vous pouvez utiliser simplement Flask pour créer vos API. Donc, Flask, je pense que ça vient de, c'est en Python, c'est pour que vous développez vos API avec Python. Donc, vous faites from Flask, import Flask, request, JSONify, ce genre de choses. Je pense que c'est peut-être pas le but ici, mais on pourra revenir dessus si vous avez des questions quand vous allez recevoir le code. Donc, ça, c'est comment développer une API Flask. La partie essentielle, c'est de voir comment on définit ce qu'on appelle les routes. Je ne sais pas si certains ont déjà fait du développement logiciel, mais c'était un peu ça. Et s'il y a des questions sur ça, je vais y revenir, ne vous inquiétez pas. Déjà, je vous fournis le code et je reste à votre disposition. Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez votre API, là, c'est l'API pour l'ASR. Également, toujours, c'est fait ici avec Wave2Vec. Vous pouvez le voir, le Wave2Vec, c'était pour l'ASR, comme le docteur Sec l'avait dit. Comment faire ça avec Flask?
C'est ce que j'ai essayé de faire ici pour vous montrer comment définir les ports, ce genre de choses. Ça, c'est du développement du software engineering. Et à partir de là, vous avez vos API. Là, vous allez maintenant voir comment vos API sont consommées. Et ça va dépendre maintenant de vous. Vous développez une application Android, une application iOS ou une application pour les deux. Donc là, voilà, je voulais que vous voyez un peu cette partie-là. Il y a une partie où on met device equal to touch.device, CUDA, if touch.CUDA is available. Tout à l'heure, je vais vous poser également la question de c'est quoi CUDA. Ça fait deux questions que j'étais censé poser, non? Ils étaient censés me donner des informations. La première, je ne sais pas, c'était, je me souviens même plus c'était quoi. L'API, voilà, vous allez me donner des infos sur l'API pour que ça soit interactif. Et maintenant, vous allez aussi me donner des infos sur CUDA pour que ça soit interactif. Parce que je n'ai pas envie que vous preniez juste le code comme ça. Donc, je vais stopper le partage dans un instant, histoire de vous montrer un peu l'application ici, comment elle est designée. Vous allez voir que c'est juste une application d'enregistrement. C'est juste qu'elle va stocker ce que je dis. Je ne sais pas si on reçoit ma vidéo également quand je parle. Je vais stopper le partage d'abord. Vous me recevez bien? Vous me voyez tous autant que vous êtes? Donc, ici, dans l'appli, c'est juste une appli d'enregistrement. Plutôt que de prendre, comme on fait habituellement avec les micros et tout ce qu'on a dans le laboratoire d'acoustique, plutôt que de faire ça, l'appli est développée ici. Et c'est vraiment très simple. Comme j'avais donné les paramètres plus haut, il faut faire l'enregistrement. Donc, il faut faire l'enregistrement. Je suis actuellement dans le même bureau que Verlon, ravi de participer. Indaba X, blablabla. Bla, 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 bla. Vous pouvez ajouter la fonctionnalité arrêt. Donc, il y a la fonctionnalité pause. Donc là, j'ai juste mis pause. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu difficile avec la caméra que nous avons. Je peux reprendre l'enregistrement. Blablabla, Verlon. Je mets pause. Je peux mettre arrêt de l'enregistrement. Et c'est enregistré. Ça va me permettre alors d'enregistrer mes propres données audio pour faire de l'ASR ou du TTS. Donc, ça va directement, actuellement, ça va directement en mémoire dans un fichier bien défini. Et ça ne tient pas compte du bruit. Je ne sais pas si vous voyez ici, ça prend avec le bruit, peu importe. Ça va prendre avec le bruit de l'environnement où je me trouve et tout. Et derrière, toutes ces histoires de transformer de Fourier, tout ça est implémenté derrière. Donc, je peux venir ici et puis, comment est-ce qu'on appelle ça? Pardonnez. Je vais maintenant lire. Vous voyez, c'est resté dans mon fichier. Ça vient directement dans mon fichier et je peux lire. Je suis actuellement dans le même bureau que Verlon, ravi de participer. Vous voyez, on a du bruit ici, mais ça fait déjà une première, on appelle ça filtrage ou filtration, je ne sais pas comment on va appeler ça. Donc, vous allez voir que malgré certains bruits, il y a le traitement qui est derrière. Donc, je ne sais pas si dans les conditions actuelles, je ne suis pas avec vous là-bas, si dans les conditions actuelles, c'est très visible, ce n'est pas assez. Mais déjà, vous voyez l'idée de ce qui est en train d'être développé. Et donc, ça, c'est une petite partie de mon travail de PhD que je tenais à vous présenter. Donc, c'était tout pour ma part. On peut attaquer la partie questions, échanges. Vous me donnez vos réponses. Je vous pose également mes questions et tout. Merci à vous. Merci beaucoup, Régis. Questions, réactions du public, commentaires. Oui, tu veux Dominique. Oui, Régis. Avant d'aller plus loin, j'avais posé deux questions. D'abord, les API. Les API. Oui, est-ce que quelqu'un connaît ce que c'est qu'une API? Première question. Et la deuxième, c'est? Est-ce qu'ils peuvent me dire quelque chose sur CUDA? CUDA. L'API, c'est l'interface de programmation d'une application. Bon, on dit que l'API, c'est l'interface de programmation d'une application. D'accord. Un peu comme?
Et CUDA, c'est la conception universelle. CUDA, c'est la conception universelle d'apprentissage. Voici les réponses. D'accord, merci pour les définitions textuelles. Mais est-ce qu'il peut me dire à quoi ça sert? À quoi une API peut servir et à quoi CUDA sert également? L'API, ça facilite la création, ça facilite la création d'une application. L'API, d'une certaine manière, facilite la création d'une application au lieu de perdre du temps sur un code donné, il a été déjà fait, de le prendre, de l'utiliser directement et de peut-être le régler par rapport à la situation qu'on a en face. C'est un peu l'idée derrière. L'idée est bonne. Un autre, c'est une autre personne maintenant qui intervient? Oui, ça, c'est un deuxième candidat qui parle déjà, en fait. Ok. Et pour CUDA, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en sait quelque chose, on va dire? Bon, pour CUDA, il n'y a aucune réaction. Super. Donc, on parle aux questions. Oui. Je vais intervenir plus tard. Tu peux poser la question là. Ok. Ah, ok. Bon, donc je commence avec la question de CUDA. C'était un peu ma première question. Ok, ma première question, c'était de demander est-ce que c'est que CUDA est... Parce que je l'ai vu dans le code, ça fait partie des trucs que je n'ai pas maîtrisé. Ok. La deuxième question, c'est la quantité de données. C'est des langues faibles en données. On a besoin de combien d'heures de... Oui, allez-y, je note juste Pardon? une question. Je dis, allez-y, je note juste. On a besoin de combien d'heures d'enregistrement pour pouvoir entraîner un modèle potable, je veux dire. Un modèle qui peut nous renvoyer de bonnes performances. Ok, ça dépend des modèles. C'est ça, le nombre d'heures et tout, ça va dépendre des modèles que vous avez à disposition. Il y a des modèles qui vont donner de bons résultats avec peut-être des millions d'enregistrements et d'autres un peu moins. Donc, ça dépend vraiment des modèles, paramètres, des modèles préentraînés que vous... En réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que quasiment pour tous les modèles qui existent à l'heure actuelle, il y a de bons résultats quand on fournit beaucoup de données. C'est pour ça que chaque année, vous voyez par exemple que, comment est-ce qu'on appelle ça? Ceux qui travaillent avec les LLM et autres, les ChatGPT, les OpenAI, chaque année, ils font des partenariats. Par exemple, dernièrement, je pense que OpenAI a fait un partenariat avec le Times, qui est un journal américain, pour qu'ils leur fournissent, je ne sais pas combien de millions, bien combien d'années, par exemple, de leurs données, de leurs journaux qu'ils avaient fait avant et tout. Je ne sais pas, un truc comme ça. Donc, plus ils ont de données avec les modèles actuels, et plus on obtient de bons résultats. Voilà surtout ce qu'il faut savoir à ce niveau-là. Je ne sais pas pour WaveNet, je check pour WaveNet, je ne sais vraiment pas. Wave2.net, c'est pas ce qui est utilisé. Pour ChatGPT, oui, c'est ça, c'est le Times. Vous pouvez checker également sur le réseau avec moi. C'était bien ça, le Times, qui a accordé des heures d'enregistrement pour augmenter le volume. Mais en vrai, c'est surtout ça le problème des modèles actuels, le nombre d'heures d'enregistrement. Et c'est un peu à ça que s'attaque mon PhD, ma thèse actuellement, qui est de développer un nouveau modèle qui donne de bons résultats, mais avec peu de données. Donc, de bons résultats, mais avec des corpus de low resource languages. Donc, c'était un peu ça, je pense. Je vais vous partager le truc sur le Times. Donc, la première question, je l'avais notée. Oui, tu avais dit CUDA, le fameux CUDA. Donc, CUDA, comme on a dit, si vous voyez, vous préférez, vous voyez ça comme une interface ou un framework
qui est développé, je pense, par NVIDIA, dans le cadre de tout ce qui est calcul haute performance. Donc, il y a pas des calculs, je dirais qu'il y a comment, c'est quoi le mot en français? Des tâches, voilà, des tâches computationnelles qui demandent un certain niveau de calcul à votre machine. CUDA, en gros, vient faciliter ça, en fait. C'est pour ça que, par exemple, vous allez voir que CUDA, généralement, va faire appel au GPU, en règle générale, qui est une carte graphique, donc une unité qui est sur les machines, qui permet d'accélérer certains calculs, que ce soit du deep learning ou autre derrière. Mais en termes vraiment de computer science, c'est un modèle ou un framework qui permet d'avoir accès à un certain haut niveau de calcul ou bien de puissance computationnelle pour différentes tâches. C'est un peu ça en fait pour CUDA. Donc, autre question? Votre micro est coupé, donc je ne vous entends pas. Oui, je demande s'il y a d'autres questions. Ouais. Ben, il n'y a pas de questions. Verlon, est-ce qu'il y a des questions de ton côté? S'il n'y a pas Je de pense qu'il y a questions, on va... quelqu'un qui a levé la main, je pense. Ah Ok, oui, je vois. peut-être que Paul Marcel, oui, on lui va lui donner la parole, lui. Bonjour à tous, bonjour Régis, j'espère que vous allez bien. Merci Mais pour la bien, présentation et j'ai beaucoup appris en tout cas. Ma question était de savoir, vous avez parlé tout à l'heure donc dans le pre-processing, le traitement de données, de la data augmentation. Et oui, c'est ce qu'on fait beaucoup, que ce soit même en computer vision, en NLP également. Je voulais oui. savoir en fait, lorsqu'on fait de la data augmentation, c'est par rapport aux données qu'on a. Et est-ce qu'en le faisant, par exemple, on ne risque pas, par exemple, de faire de l'overfitting? Dans le sens où il apprend que sur les mêmes choses. Vu qu'au début, vous nous avez rappelé en fait que, par exemple, même le Swahili, qui est la langue la plus parlée en Afrique, on a encore ce souci-là de données, par exemple. Ça fait qu'il apprend dans un environnement très restreint. Donc, au final, il n'apprend pas comme, en fait, un modèle anglais ou bien arabe ou je ne sais quoi. Donc, je voulais un peu savoir, parce que c'est vrai qu'on fait beaucoup de la data augmentation, mais est-ce que il n'y a pas ces risques-là, en fait, qu'au final, le modèle n'apprenne pas assez parce que c'est juste sur ces mêmes données-là, en fait. Ok. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, la réponse à la question, c'est oui, il y a ce risque-là. Dès que vous décidez de faire de la data augmentation, mettez-vous en tête que effectivement vous vous exposez au risque que le modèle n'apprenne pas de nouvelles propriétés, mais que ça apprenne toujours les mêmes propriétés que vous apparaissez sur une histoire de overfitting et autres. Donc, c'est un peu un couteau à double tranchant qui, si ce n'est pas bien fait, ou alors si vous en abusez, effectivement, on aura ces problèmes-là, par exemple, d'overfitting et autres. Mais ce qu'il faut faire comprendre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est régi par des règles actuellement. On ne fait pas ça pour le faire. Par exemple, je pense qu'il y a le variational autoencoder qui donne aussi de bons résultats avec ça, je ne sais plus. Mais l'une des choses à savoir, une fois de plus, la data augmentation n'est rien d'autre que des mathématiques derrière. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des transformations géométriques, mais aussi des transformations pixels et bien d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et quand vous voulez faire de la data augmentation, suivant le problème que vous avez, il y a certaines règles à respecter. Suivant également les techniques de data augmentation que vous allez utiliser, il y a certaines règles à respecter. Suivant la taille de votre corpus de données, de votre dataset, il y a certaines règles à réaliser pour ne pas franchir cette fine limite qu'il y a et aller tomber dans le piège. Donc, là encore, effectivement, vous avez raison, il y a ce risque-là qui existe, ce n'est même pas à nier, c'est à prendre en compte, mais surtout, faut bien lire sa documentation, il faut bien lire dans quel cas telle technique donne de bons résultats, ce qu'il ne faut pas faire avec telle ou telle technique, et en fonction de ça, vous ajustez au travail que vous êtes en train de faire. Mais c'est régi par certaines règles.
J'espère que j'ai répondu à vos questions. Ok, elle dit même pouce, c'est que c'est bon. Oui, Verlon, est-ce qu'il y a une autre réaction? En ligne, il y a pas de réaction. Bon, je vais quand même poser une Mais question. donc, on va- Je pose quand même une question à Régis, même s'ils sont dans le même bureau. Oui, oui, pose ta question, t'inquiète. Ok, donc, j'ai vu un peu dans ton truc. Tu as utilisé comme optimizer Mhm, Adam. mhm, On sait quand même qu'il est quand même un peu avancé. mhm. Alors, je voulais savoir pourquoi ne pas utiliser un autre optimizer comme le stochastic gradient. Excusez-moi, le gradient descent stochastique. En fait, quel est l'avantage Je d'utiliser pense plus que Adam oui. par rapport au SGD? Ah, stochastic gradient descent. Voilà. Oui. Ok. Le truc, c'est que quand vous allez faire la partie pratique, vous allez vous rendre compte d'une chose. Il y a, il y a des travaux, par exemple, vous allez avoir quasiment les mêmes résultats. Quasiment, vous allez avoir des résultats qui se ressemblent pour des travaux de data science relativement basiques. Ici, quand on prend le cas de la voix, quand vous êtes en train de travailler avec la voix, la façon de procéder à l'optimisation sur ce genre de données euh, peut s'avérer beaucoup plus complexe que de faire une optimisation sur des données traditionnelles que vous avez. La voix est quelque chose de réellement complexe. Ça, il ne faudrait pas se mentir sur ce point-là. C'est pas, c'est pour ça que, comparativement, par exemple, à de nombreux domaines de l'IA actuelle ou du NLP actuel, la voix est en retard. Je donne un exemple simple avant de revenir sur l'aspect optimisation. Un exemple simple, quand vous observez les outils d'IA qu'on a aujourd'hui, chaque année ou bien chaque 6 mois, il y a de grandes avancées avec ChatGPT niveau texte. Quand vous mettez du texte, ça deal bien avec ça et tout. L'optimisation se passe très bien derrière. Tout ce qui est optimisation, je ne sais pas ce qu'ils utilisent derrière, mais ça se passe très bien. Faites la remarque. Vous prenez n'importe quel autre flow, tout ce que vous voulez. Avec le texte, on avance assez vite. Quand il s'agit de gérer la voix est ce qu'on appelle un signal qui est assez complexe. Le docteur Sec, vous l'avez dit hier. Mais en termes d'optimisation de voix, ce qui donne les meilleurs résultats actuellement, et vous allez le voir avec tous les modèles préentraînés que vous utilisez, c'est le Adam Optimizer. Dans, vous partez juste sur Google, vous checkez quasiment dans tout ce qu'ils utilisent pour faire du text to speech ou de l'ASR, vous allez voir beaucoup plus le Adam Optimizer qui effectue mieux, comme on va dire, ces approximations mathématiques qu'il y a derrière au niveau de la voix et tout, qu'un simple SGD. Raison pour laquelle vous allez voir que je dirais par défaut, vous allez voir Adam Optimizer quasiment partout. Vous tapez tout à l'heure Tacotron, exemple, je ne sais pas moi, en français, vous allez taper exemple, application Tacotron, ce que vous voulez. Vous tapez ça Jupyter Notebook sur Google, vous allez voir des gens qui ont fait de petits exemples avec, mais vous allez voir Adam Optimizer dans la majorité des cas. Donc, ça dépend en fait aussi du type de données ou du type de problème que vous essayez et du type de problème que vous essayez de résoudre. Mais dans le cas de la manipulation de la voix, l'Adam Optimizer est celui qui donne vraiment les meilleurs résultats. Pourquoi? C'est-à-dire l'arrière. Je connais les mathématiques derrière le NLP, les mathématiques derrière le speech synthesis, mais les mathématiques derrière l'optimiseur Adam précisément, ça je ne pourrais pas te dire puisque je ne connais pas en fait comment lui, il fonctionne en termes d'optimisation derrière. Donc, si ça, c'était ta question, là, non, je n'ai pas la réponse, puisque je n'ai vraiment pas étudié comment la gamme Optimizer, lui, fonctionne par rapport aux autres optimizers. Mais je sais par contre qu'en termes de l'optimizer à sélectionner, c'est lui qui donne le meilleur résultat sur tout ce qui est voix. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ok, merci. Mais une deuxième question. Vas-y, si Dominique le permet. Oui, Dominique, si tu le permets. Oui, oui, très rapidement, Verlon, s'il te plaît. Ouais. Ok, je vais rapidement.
Euh, alors, puisque tu travailles dans le domaine de le speech, la voix, Oui. j'avais travaillé sur un projet comme ça, D'accord. puisque tu as parlé que on ne tient pas compte du bruit. Mais est-ce que de ton pré-processing, tu ne peux pas utiliser une méthode Lean pour séparer le bruit et de la voix elle-même? Je fais par exemple avec independent component analysis, je ne sais pas en français comment on l'appelle. C'est-à-dire qu'avec le phénomène de vous mettez deux micros dans une seule chambre, les gens sont de parler ensemble, Oui. au fait, et les deux voix sont indépendantes, et arriver à séparer, c'est-à-dire faire une différence entre les deux voix. Parce que je me dis peut-être le bruit peut être une voix, et la voix même de la personne, notre voix, bien sûr. et utiliser un peu ce genre de technique-là pour extraire la voix. Je pense qu'on peut avoir un résultat meilleur en termes de précision et de l'accuracy. Ça se fait, mais c'est pas une si bonne idée que ça. Sinon, si c'est pour isoler un bruit de fond du bruit principal, il y a plusieurs techniques qu'on utilise. Ça, depuis, en maths appliquée, il y avait les techniques de filtrage ou filtration. Je ne sais pas que nous, on utilisait beaucoup les techniques de filtrage avec tout ce qui revenait à Fourier et tout ce qui va avec. Mais après, on a aussi découvert, on a aussi appris d'autres techniques où on faisait le filtrage avec du deep learning. Il y a des modèles qui existent comme ceux dont tu as parlé en environnement contrôlé, mais pour le deep learning, il y a des modèles comme Deep Filter, quelque chose, je ne connais plus le nom, c'était paru dans... Le Kalman-Pfister. Voilà, exactement, c'était paru dans un article de Interspeech que j'avais lu. Et il y a toutes ces méthodes-là qui existent. Actuellement, Google le fait avec les téléphones Google Pixel. On peut filtrer les bruits de fond. Ils ont leur modèle pour ça qui est embarqué dans Gemini également, je pense. Mais ce qu'il faut dire, l'erreur à ne pas commettre, c'est que quand tu veux créer un modèle qui est robuste, c'est-à-dire que tu veux que l'utilisateur puisse utiliser le modèle même quand il est dans les transports en commun. C'est-à-dire que quand il va parler à la machine, que la machine soit à même de dire je reconnais la voix principale des autres bruits autour de lui. Tu ne peux pas fournir des données qui sont complètement lisses à ton modèle. Tu fournis des données avec bruit pour que la machine apprenne de ces bruits-là. Si tu fournis juste des données lisses à la machine va te donner ses résultats, ok. Mais le jour où l'utilisateur prend son téléphone et qu'il est dans la rue, il y a du bruit, qu'il utilise le bruit, la machine va dire, bah, moi, je n'ai jamais appris à reconnaître la voix dans un espace où il y a du bruit, je n'ai jamais appris ça. Et c'est là que ça va poser problème. Et c'est pour ça que ce n'est pas toujours une bonne idée d'enlever tout ce qui est bruit avant de fournir à la machine. Souvent, il faut des données avec bruit pour que la machine apprenne de ces bruits-là. C'est un peu ça la différence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, ben on va remercier Régis encore. Régis, merci beaucoup pour ton temps. Tu es quand même intervenu 2 fois pendant ces présentations-là. Je sais combien de temps ça demande de se préparer, ainsi de suite. En tout cas, nous sommes très reconnaissants, quoi. Pas de souci, c'était un plaisir. S'il y a des questions, je peux leur partager mes contacts de différentes manières de me joindre pour la suite. Oui. Toutes les personnes, les gens, un share folder qu'ils ont, ils auront toutes les informations et ils ont aussi notre adresse email en cas de soucis ou d'informations extra. Ils pourront communiquer avec nous. Ouais. Ok, merci. Merci.